Je m'appelle Marielle Massé, je suis directrice de recherche au CNRS et directrice d'études ici à l'EHESS, spécialiste de littérature, et je suis aussi écrivaine, auteure d'essais-poèmes. Ce que le choix du thème et surtout sa formulation au pluriel, avec un détachement du préfixe obéissance-désobéissance, ce que ça m'évoque d'abord, c'est peut-être le vertige de la liberté, parce que pour beaucoup de penseurs, l'enjeu d'une réflexion sur l'obéissance ou le consentement ou l'acquiescement, ça a été de s'étonner qu'il y ait parfois si peu de rébellion et que peut-être il n'est pas si évident qu'on désire tant la liberté ou qu'on puisse sans renoncer à beaucoup de choses, un collectif, un confort, une habitude, y renoncer à la capacité de se révolter, de décider de sa propre vie. Donc j'aime à la fois le pluriel et le côté noir-blanc de la formulation du thème du festival. Alors moi, je travaille sur la question du style élargi des œuvres aux formes de vie. Donc j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, avoir une certaine manière de vivre, avoir des rythmes de vie, avoir un genre de vie, des régimes d'existence, des façons d'habiter, d'aimer, de cultiver. Et le thème de l'obéissance ou de la désobéissance, il entre directement en résonance avec ce travail, puisque je suis conduite à m'intéresser à ce qui nous fait réclamer d'autres manières de vivre, à ce qui fait que dans les mobilisations, dans les manifestations, dans toute la dynamique de la critique des façons de vivre, ou au contraire dans toutes les espérances, dans tous les efforts qui convergent autour du désir de toute autre forme de vie, eh bien cette idée de ce à quoi on acquiesce, de ce qu'on essaye de transformer, de réinstituer, cette idée de, alors pas forcément de façon si globale, obéir ou désobéir, mais se sentir en accord avec une condition de vie ou au contraire essayer de la faire bouger de l'intérieur ou de la faire bouger collectivement depuis l'extérieur, ça entre directement en contact avec les recherches que j'ai menées sur les modalités de l'accueil, sur ce qu'on appelle les formes de vie alternatives. Voilà. Les recherches et le fait qu'elles soient interdisciplinaires sont importantes pour aborder ce thème parce que on ne peut pas proposer une pensée globale de l'obéissance ou de la désobéissance, défendre le fait même de l'obéissance ou de la désobéissance. On n'a affaire qu'à des situations, qu'à des cas, qu'à des histoires d'acquiescement, d'obéissance, de soumission, de domination ou au contraire de rébellion, de fuite, de pas de côté, de désobéissance silencieuse ou au contraire très bruyante. Et ça, c'est seulement la pluralité des disciplines qui peut nous l'apporter. Le pluriel des situations, celui des manières de les interpréter, des manières de les interroger, c'est seulement dans un cadre interdisciplinaire qu'on n'a pas un format préconçu ou une idée préconçue des questions qu'on doit poser à la réalité. Et pour ce qui est de la littérature, il me semble qu'elle a aussi une place très importante spécifiquement dans ce thème-là, parce qu'autant il y a beaucoup de pensées de la domination, de la suggestion, mais il y a surtout des récits de désobéissance. Et il y a une affinité particulière, il me semble, du grand corpus littéraire
avec ces effets de décalage, de surprise, de négativité. Et voilà, il me semble qu'il y a une richesse particulière des corpus littéraires pour penser les désobéissances. Alors forcément, moi j'ai envie de multiplier les titres d'œuvres littéraires anciennes, contemporaines, qui parfois frôlent la philosophie, mais parfois s'incarnent entièrement dans une forme littéraire, poétique, fictionnelle, pour parler de cette question-là. Je pense bien sûr à l'immensité du génie de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, puisque précisément il part de son étonnement devant cette servitude, et il part de cette sorte de vertige de la liberté que je citais au tout début. Et puis il élargit ça à toutes sortes d'existences et de formes de vie. Il a par exemple cette phrase merveilleuse: « Si les hommes ne font pas trop les sourds, les bêtes leur crient « Vive la liberté !» Comme si seulement la manière d'être d'une bête, dans sa sauvagerie ou dans sa familiarité, c'était déjà une déclaration de « voilà, il faut ouvrir quelque chose ». Je pense aussi évidemment à Thoreau, mais alors à tout de lui, pas seulement le discours sur la désobéissance civile, pour lequel il est célèbre et il sera présent partout dans le festival, je pense, qui a consisté à refuser pendant 6 ans de payer l'impôt pour protester contre l'État esclavagiste qui était le sien et auquel il ne voulait pas participer. Et État esclavagiste, en guerre, inégalitaire, etc. Alors ça n'a pas été une histoire forcément très glorieuse, puisqu'il aura passé 1 jour en prison, sa famille s'est précipitée pour payer les impôts, les arriérés, etc. Et je disais tout Thoreau parce qu'il y a la réflexion sur la désobéissance civile, il y a Walden, et le seul fait de l'idée que s'écarter, aller vivre quelque temps, installer la totalité de sa vie dans une forêt, comme aujourd'hui certains ont le courage d'installer la totalité de leur vie dans une ZAD, et ben c'est en soi plus qu'un pas de côté, c'est une sorte de déclaration sur la vie qu'on voudrait bien avoir. Puis il y a aussi les pommes sauvages de Thoreau, et puis une semaine sur le fleuve, enfin, donc tout un corpus de textes qui ne sont pas forcément explicitement politiques, mais qui résonnent avec cette idée de la quête, à la fois personnelle et collective, d'autres façons de vivre. J'ai pensé aussi au récit de Natalia Ginzburg, une autrice italienne merveilleuse, la mère du grand historien Carlo Ginzburg, et notamment un petit récit qui s'intitule « Les voix du soir », où elle creuse notamment l'idée qu'il y a des tas de moments dans l'existence où on a tendance à enterrer ses pensées. Et j'ai trouvé que c'était très juste, et pour moi, le féminisme et les auteurs femmes, souvent ça pointe cette affaire-là. Ne pas faire taire la pensée qu'on aurait tendance à laisser de côté parce qu'elle est inconvenante, parce qu'elle requiert le courage de manifester un désaccord puissant. Enfin, souvent le féminisme donne un équipement pour ça, pour pas effacer la petite voix qui vous dit mais ça va pas du tout comme ça en fait. Et puis le dernier texte peut-être plus singulier auquel j'ai pensé, c'est une figure plutôt, la figure de Boutès. Boutès, dont l'histoire est racontée d'abord dans les Argonautes d'Apollonios de Rhodes, et puis beaucoup plus récemment par Pascal Quignard. C'est le seul des compagnons d'Ulysse qui a désobéi, qui n'a pas voulu mettre de cire dans ses oreilles au moment où il fallait pouvoir ramer sans être charmé par le chant des sirènes. Boutès, il voulait entendre le chant des sirènes, il a désobéi aux ordres et il s'est redressé, il a quitté le rang des rameurs
plonger dans l'eau et aller vers aussi la folie de son désir, parce qu'il s'agissait pas seulement d'aller vers la musique, il s'agissait aussi d'aller vers l'absolu d'une jouissance qui allait finir par sa mort. Et Boutès, c'est une figure très énigmatique de la passion de la musique, du seul qui ne va pas continuer à faire avancer le bateau. Il n'y a pas vraiment de leçon à cette histoire, mais il y a une fable magnifique.